Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre magazine En toute vérité. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Jesse Numbi, il est cadre de l'ECT, en même temps, c'est lui qui pilote la cellule de communication de la majorité présidentielle ici à Lubumbashi. Bonsoir Monsieur Jesse. Bonsoir Monsieur Sanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Héritier Maïla, bonsoir. Bonsoir à Monsieur Jesse, bonsoir également à ceux qui suivent le magazine En toute vérité. Mesdames, Messieurs, avec notre invité, donc là, nous allons aborder plusieurs questions d'actualité. Premièrement, nous commençons par le test de kit d'enrôlement à l'opération qu'a démarré la CENI. Est-ce que ça présage déjà la tenue des élections comme souhaité par plus d'un Congolais dans le délai constitutionnel? Nous allons aborder cette question dans ces magazines. Bien entendu, et puis donc au sein de l'opposition, on se prépare pour le prochain scrutin. Il y a des candidats qui sont désignés par des plateformes du côté de la majorité présidentielle. Donc jusqu'à présent, rien ne sort du lot. Donc nous allons essayer d'aborder cette question aussi dans ces magazines. Le dialogue, bien entendu, on attend toujours ça. Donc Eden Kodjo, toujours en pourparler avec certains leaders politiques en République démocratique du Congo. Nous allons tenter d'aborder aussi ce point dans ces magazines. Monsieur Jesse Numbi, je l'ai annoncé tantôt à nos téléspectateurs parmi les points qui seront abordés dans ces magazines. Bien entendu, la CENI a commencé le test de kit d'enrôlement et d'ailleurs on a vu le chef de l'État Joseph Kabila Kabange la semaine dernière, il a eu sa carte spécimen. Donc on peut dire que cette opération, selon vous, ça augure quoi pratiquement? Voilà, pour nous, nous avons trouvé que la CENI est en train de faire son travail parce que vous savez, nos amis qui se sont évertués à exceller dans les accusations fortuites, mais ici c'est une démonstration. La CENI nous a donné un calendrier, la CENI a lancé des appels d'offres. Aujourd'hui, la CENI est en train de tester le matériel qui lui sont proposés. En fait, ici, il faudrait que nous puissions bien préciser, ce ne sont pas les activités d'enrôlement qui ont commencé, comme les gens essayent de le raconter, parce qu'aujourd'hui, on a constaté que des leaders de l'opposition excellent un tout petit peu dans les rumeurs, dans la désintoxication, c'est juste un test dans l'intoxication et dans les désinformations. C'est un peu pas très sérieux. Ici, c'était un test de matériel. Ce sont des spécimens qui ne sont que... on n'a pas encore fait le choix de l'offreur, de celui qui va nous livrer. Il y a deux fournisseurs. Le matériel. Voilà, donc nous allons faire ce test. La CENI va continuer, je crois, jusqu'à la semaine prochaine. Et après seulement, il faut donner 90 jours à celui qu'on va désigner pour qu'il puisse nous livrer le matériel. C'est alors que nous commencerons l'enrôlement proprement dit. Donc l'enrôlement des nouveaux majeurs ou la constitution du nouveau fichier électoral commencera probablement... dans les 100 jours qui suivent. Donc la présence du chef de l'État, donc ça traduit que la bonne volonté peut-être du gouvernement. Non, mais ça démontre que le chef de l'État suit de très près parce qu'il fallait que lui-même puisse s'assurer qu'il y a déjà que la CENI est en train de travailler. Vous savez très bien que c'était sur ordre du chef de l'État que le gouvernement avait disponibilisé les moyens. Vous savez très bien que le chef de l'État nous avait promis, il a dit « je ne vous amènerai jamais dans un gouffre ». Donc le chef de l'État responsable, il est le garant de la Constitution, il est l'arbitre de toutes les institutions, donc il assure le bon fonctionnement des différentes institutions de la République. Il devrait être là pour constater le démarrage de ce test. Oui, Héritier Maïla. Alors, M. Jesse, à vous entendre parler, c'est que c'est au moins au mois d'août qu'on pourra voir les opérations de la révision du fichier électoral commencer. Est-ce que ce n'est pas un retard par rapport au processus électoral? Donc, un retard par rapport à quoi? Vous savez, le retard, c'est par rapport à votre programme, par rapport au plan qui a déjà été fait. Nous savons très bien, ou nous savions très bien depuis plusieurs mois, que nous ne pouvions pas organiser les élections avant le 20 décembre. Ça, c'était acquis, c'est connu de tous. Il n'y a personne qui rêverait des élections avant novembre, même les Congolais le savent. Donc il ne faudrait pas que nous puissions continuer à tromper le peuple. Nous disons la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un programme, nous avons un plan. Et la communauté internationale, ayant compris cet élément, la communauté internationale parlera des bonnes dates. Donc nous ne sommes pas en retard, nous allons organiser des élections en bonne date, c'est-à-dire éventuellement dans 18 mois,
ou s'il n'y a pas de retard ou des blocages au niveau de certains politiques, je pense qu'on peut bien organiser les élections dans les 20 mois qui suivent. Dans les 20 mois, dans l'entretemps, cela, est-ce que cela ne va pas créer une nouvelle crise en RDC, surtout par rapport à la Constitution, parce que ça s'est dit, on doit respecter quand même les délais constitutionnels. Bon, c'est aussi un débat qui revient. En fait, le débat délai constitutionnel, oui, c'est un débat que nous devons gérer au niveau, du dialogue. En effet, lorsque vous parlez de délai constitutionnel, vous voulez parler du mandat du chef de l'État qui doit finir le 20 décembre. Exactement. Éventuellement, et qu'il y a un nouveau président qui doit entrer en... Mais c'est vrai qu'il y a un problème. Mais c'est vrai que nous sommes en retard. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il que nous puissions arrêter parce que nous sommes en retard? Non. Nous disons, nous sommes en retard certes, mais nous devons faire de manière à éviter que le retard s'alourdisse. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que nous ne pouvons pas organiser, techniquement parlant, nous ne pouvons pas organiser les élections. Mais il n'y aura pas crise. Il n'y aura pas crise. Pourquoi? Parce que la Constitution a prévu cela à l'article 70. Mais l'interprétation, c'est différent selon qu'on est de l'opposition ou de la majorité. Non. En effet, l'interprétation est une. Et il n'y a qu'une institution qui peut bien interpréter s'il y a double interprétation, c'est la Cour constitutionnelle. Mais lorsque vous lisez, c'est en français, monsieur le journaliste, les amis qui tordent la Constitution pour essayer de s'attirer les faveurs de cette Constitution, pour essayer de créer une crise dans leur tête, nous pensons que ce n'est pas honnête de leur part. J'ai même entendu certains scientifiques, experts, soi-disant experts dans les matières constitutionnelles, ils se permettent de dire qu'il y aurait crise. Ils se permettent même de parler d'un intérim. Ils se permettent de parler d'empêchement définitif. C'est un peu une aberration pour nos étudiants qui sont en train de faire le droit, parce que le texte est clair. Le texte dit que le président de la République devra être remplacé par un président élu. Et lorsqu'il n'y a pas élection, il n'est pas question aujourd'hui de nous dire que parce qu'il n'y a pas eu élection, vous devez... Non, mais nous devons nous référer à la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution prévoit? Mais du côté de l'opposition, on estime que cet article trouve son fondement au cas où on aura convoqué les élections. S'il n'y a pas d'élection, donc cet article n'interprète pas tout. Ça c'est une façon erronée d'interpréter, monsieur. Est-ce que la Constitution le dit? Non. La Constitution, quand vous la lisez, elle est précise. Lorsque la Constitution parle à l'article 228 des éléments où énumère les éléments qui ne peuvent pas être sujets à révision, la Constitution est précise. Là où la Constitution n'a rien dit, il ne faut pas faire parler la Constitution. C'est très grave. Vous savez, la Bible, dans la Bible, il est dit « n'augmentez rien, ne retranchez rien ». C'est pareil à la Constitution. Vous n'allez pas chercher à compléter un élément, vous dites non, c'est parce que c'est pas... Non. D'ailleurs, lorsque vous rentrez dans l'esprit, dans le préambule, lorsque vous rentrez dans l'esprit de cet article 70, vous constaterez que l'objectif, c'est d'assurer la continuité. Lorsque vous lisez l'article 69, vous constaterez que le chef de l'État assure la continuité. Quand on parle de continuité, c'est qu'il n'y aura pas rupture. Ça, c'est une lecture avec les lunettes de la majorité présidentielle. Non, c'est une lecture, donc avec c'est une lecture comme un enfant de l'école primaire. Non, là, je lis comme un enfant de l'école primaire qui vous lit tel que c'est écrit. C'est écrit que le chef de l'État assure la continuité. C'est pour éviter effectivement des ruptures, des cas où il y aurait une situation comme celle-ci. C'est pour ça que l'on a dit, le président en place continue. Et d'ailleurs, je voudrais simplement vous opposer deux autres articles. L'article 103. Lorsque vous parlez de l'article 70, vous ne devez pas oublier 103 et 105. Vous ne devez pas oublier que les mêmes dispositions qui concernent le chef de l'État élu concernent également les assemblées élues, concernent également les gouverneurs élus, concernent également les sénats élus. Et pourquoi on voudrait faire deux poids, deux mesures? C'est là que je trouve qu'il y a une hypocrisie dans le chef de certains scientifiques. Lorsque l'on nous parle des sénateurs, depuis 2012, les sénateurs sont déjà fin mandat. Et ça fait déjà 4, bientôt 5 ans que les sénateurs sont toujours là. Et personne n'a jamais parlé d'inconstitutionnalité. C'est là où on dit que c'est votre plan que vous aviez préparé pour... Notre plan, mais celui qui est à la tête là, il est de l'opposition. Il n'a jamais décrié que c'était un plan de la majorité. Donc lorsque un bonbon est dans votre bouche, il est succulent. Quand il passe dans l'autre bouche, ça devient amer. Je pense que c'est de l'hypocrisie. Et nous ne devons pas
être des hommes d'État si nous sommes incapables d'assurer une pensée et de soutenir une pensée solidement. Parce que si nous devons dire que les gouverneurs qui étaient restés en place pendant 8 ans, ils étaient légaux, donc le chef de l'État peut aussi rester. Monsieur Jessé, comme vous dites que l'article 70, selon vous, est très bien clair, mais pourquoi avoir saisi la Cour constitutionnelle pour l'interpréter? Parce qu'il y a eu un groupe des Congolais mal intentionnés qui voulaient tordre. Et vous savez très bien que nous sommes clairvoyants. La majorité ne vise que la paix. Nous nous sommes dit, il y a quelque chose qui se prépare dans le camp de nos adversaires. Nous ne devons pas attendre. Nous nous sommes dit, avançons déjà pour essayer de couper court à cette discussion folle qui est en train de se lancer. Il était aberrant de rester sans rien faire alors qu'il y a une cour qui peut nous aider à interpréter. Voilà pourquoi nous avons saisi. Nous n'avons pas saisi la cour pour que la cour nous autorise à dépasser le mandat. Non, mais le mandat, le dépassement du mandat, il est constitutionnel. Quand on vous dit qu'il reste, il reste. Ça signifie au-delà de son mandat. Mais sans précision, c'est ça le problème. Il reste en fonction, mais pour combien de temps? Ah, voilà. Là, vous parlez de 18 mois. Non, mais nous n'allons pas préciser. C'est la Constitution qui a dit. Il reste, il y a une, quel que soit le nombre non mais il y a une d'années que précision. cela va Non, monsieur héritier, il y a une précision quand vous lisez l'article 70. Jusqu'à l'élection, plutôt jusqu'à l'entrée du nouveau président élu. Donc c'est lorsque nous aurons élu un nouveau président que lui partira. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans? Ça, ce n'est pas à nous de déterminer, monsieur le journaliste. C'est la CENI qui va nous amener aux élections. Nous souhaitons que ce soit le plus rapidement possible. Parce que la CENI, à suivre Corneille Nangaa, en dehors de ces tests de kit d'enrôlement, il faudra attendre certaines lois qui doivent venir du Parlement. Ça traîne encore. Oui, effectivement, la CENI a présenté toutes ces contraintes-là. Et nous pensons que le Parlement est en train de s'atteler pour répondre le plus rapidement possible. Le chef de l'État a intimé l'ordre pour que, de notre côté, les choses avancent le plus rapidement possible. Je pense que cela va se faire dans le temps. Nous n'avons pas peur pour ça, parce que les députés, ils sont là pour ça. Ils peuvent travailler toutes les journées, toutes les nuits pour nous produire ces lois. Je pense que ça va aller. Monsieur Jessé, héritier, tu as une précision par rapport à ça? Juste une question, monsieur Jessé. Vu tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que notre constitution a encore sa valeur? Parce que si nous allons vers une transition, nous avons les gouverneurs qui sont élus maintenant, il y en a d'autres qui étaient élus à l'issue des élections de 2006. On est dans la confusion maintenant. Est-ce que la Constitution a sa valeur? Non, mais vous savez, la Constitution elle-même avait prévu des exceptions. Elle-même. Lorsque vous parlez nous parlons de l'article 70, c'était un cas exceptionnel. La Constitution savait que les choses pouvaient arriver parce que nous sommes dans une société humaine. Il y a des contraintes qui peuvent nous empêcher d'organiser. Et lorsque nous sommes butés à ces problèmes-là, ça peut être des problèmes exogènes, ça peut être des problèmes endogènes. Et lorsque nous sommes butés à ces situations, nous devons avoir... L'État doit continuer à vivre. C'est pourquoi la Constitution a prévu de tels cas. Il ne faudrait pas que nous pensions que l'on est en train de tordre la Constitution ou l'on est en train de tripatouiller la Constitution lorsque nous sommes en train de l'appliquer dans certaines dispositions qui ne plaisent pas à un groupe de gens. Parce qu'en fait, il y a des gens qui, pour eux, on leur avait, je ne sais pas par magie ou je ne sais pas par quel mécanisme, on leur avait dit, si vous ne prenez pas le pouvoir le 20 décembre 2016, vous ne le prendrez plus jamais. Ça, je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme magie ou comme chez les charlatans. Ils sont non, mais nous allons respecter la Constitution en tenant compte des réalités. Dites-moi, comment vous allez le faire? Même la Constitution, plutôt, la communauté internationale est consciente que la RDC est en train d'aller vers une transition. Et même les soi-disant défenseurs de cette date-là, ils vous disent que nous allons vers une transition. Mais une transition, pas avec le président actuel, il y en a qui le soutiennent aussi comme ça. Mais c'est une folie de penser comme cela. Pourquoi pas avec lui? Vous voulez qu'il aille où? Qu'il quitte la RDC? Qu'il meure? Son mandat est terminé. Voilà les gens qui ne souhaitent que le mal des autres. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit là? Il sera là. Il est congolais comme nous.
Il sera là, il doit vivre, il est encore très jeune. Et d'ailleurs, ceux-là qui soutiennent cette thèse sont les gens avec qui vous irez au dialogue, donc l'UDPS principalement, qui dit, bon, vous aviez entraîné la République dans ses retards, donc par conséquent, donc on aura une transition, mais sans Kabila, comme président de la République. Vous savez, l'UDPS est en train de présenter ses allégations. Ils viennent, ils soufflent le chaud et le froid, vous savez. Ils viennent, tantôt ils vous présentent ceci, tantôt ils vous présentent cela. Nous nous disons, allons au dialogue. Si c'est ça qu'ils vont soutenir, ils vont le soutenir. Mais moi, je vois mal comment cela serait acceptable. Comment? Et l'article 70, vous le mettez où? C'est eux qui veulent effectivement tripatouiller la Constitution. Parce que dans ces conditions-là, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que la Constitution tombe. C'est là que, monsieur Héritier, vous devez poser la question à nos amis de l'UDPS. Quand vous allez créer cette transition sans Kabila, mais elle se basera sur quelle Constitution? Voilà les gens qui veulent un compromis politique. Du Sénat Quel président du Sénat? Président du Sénat qui Dans quel article vous avez trouvé que lorsque vous êtes incapable d'organiser les élections, l'article vous dit, lorsque vous êtes incapable d'organiser les élections, vous allez céder le pouvoir au Sénat. Il parlait d'empêchement. D'empêchement définitif. Mais l'empêchement, qui vous a dit que Kabila est empêché? Il est en bonne santé. est empêché d'organiser les élections. Non. Ouais. Empêché par qui? Lorsque l'on parle par les moyens. Ah là, voilà. Si c'est un problème de moyens, ce n'est pas un problème du gouvernement. Ce n'est pas un problème de la personne de Kabila. C'est là que nous devons arrêter de faire de la politique de la chasse à l'homme. Nous ne devons pas faire de la politique en nous fixant sur des individus. Nous avons déjà dit, la Constitution n'est pas faite sur un homme. La Constitution, elle est impersonnelle. Alors lorsque nous l'analysons, nous devons l'analyser aussi de manière impersonnelle. Il y a des gens qui viennent avec leur haine. Ils vous disent, bon, ce monsieur, nous voulons récupérer l'impérium de 2011. Voilà, nous devons chasser le monsieur parce que c'est lui. Parce que c'est lui, seulement. Quel que soit ce qu'il a fait, quelles que soient toutes les avancées, non, c'est lui, sa tête ne nous plaît pas. Non, ça ne fonctionne pas comme cela. Nous nous disons, nous allons aller au dialogue, la majorité d'un côté, l'opposition de l'autre et la société civile, nous allons discuter. Mais ce n'est pas une question d'individu. Ce n'est pas une question d'individu. Et l'article 70 doit être... Nous devons savoir ce que nous voulons. Ou nous disons, nous faisons table rase, nous mettons la Constitution de côté. Je vous dis, il y a de nos amis, des Congolais qui ont pensé cela et on les a accusés, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais on les a trop accusés qui voulaient que la Constitution soit changée complètement. Mais si vous ne voulez pas, nous devons la respecter, et l'article 70 en l'occurrence. Donc nous devons respecter l'article 70, le chef de l'État doit assurer la continuité. L'article 64 nous dit ceci, que personne ne peut prendre le pouvoir par des moyens non démocratiques. Alors, nous ne permettrons pas qu'un monsieur venant de je ne sais où, après un dialogue, que les messieurs se distribuent le pouvoir de l'autre côté en disant « Mais le président du Sénat dont vous parlez, il est de quel Sénat ?» Je pense après le dialogue, c'est ce que vous allez faire, en créant une transition. Nous n'avons jamais parlé de transition. Nous n'avons jamais parlé de transition. La RDC continue, la Troisième République continue. Si vous parlez de la transition, il n'y aura plus de Troisième République alors. Nous allons passer à une autre république. Et la Constitution que vous défendez. Quel plan? Qui vous a parlé de ce plan? Je suis là devant vous, je suis en train de vous parler. Je ne vous dis pas. République pour, je ne vous ai pas dit ça, monsieur le journaliste. D'où vous tirez ça? L'avez-vous tiré de M. Kabila ou de la majorité? Donc, à l'issue du dialogue, vous vous attendez à quoi? Parce que vous l'aviez dit, tout le monde est conscient que nous n'aurons pas les élections dans le délai constitutionnel. À l'issue du dialogue, nous allons expliquer à nos amis de la majorité, à nos amis de l'opposition, nous allons nous entendre sur comment nous allons gérer ce temps des élections. Après, pour arriver à des bonnes élections. L'objectif du dialogue, ce n'est pas une transition. L'objectif du dialogue, prenez les points qui sont repris, que le chef de l'État avait repris dans son ordonnance. C'est très clair. Nous parlons élections. Comment organiser des bonnes élections? Comment organiser des élections en bonne date? Comment organiser des élections avec nos moyens? Comment nous allons y arriver? Quelles élections? Par quelles élections allons-nous commencer? Voilà les questions que nous allons Donc il faut trouver un compromis politique. Ah ben, effectivement. Et alors pensez-vous que les autres vont vous laisser comme ça continuer et qu'eux se mettent à l'écart?
Mais qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Ils ont besoin aussi d'avoir des moyens pour entrer dans les institutions. On ne vient pas servir la nation pour avoir des moyens, monsieur. Parce qu'ils vous voient, vous, que vous roulez on ne vient pas servir la nation pour chercher les moyens. Si ce sont les moyens qu'ils sont en train de chercher, qu'ils suivent les experts en affaires, ils vont leur apprendre comment... Théoriquement, c'est ce qui s'est dit, mais en pratique, nous voyons autre chose, monsieur Diassé. Moi, je vis la politique, je vous dis qu'on ne cherche pas l'argent en politique. Et c'est une erreur. Ceux qui viennent chercher l'argent en politique, alors là, ils ne comprennent pas c'est quoi la politique. La politique, c'est une vocation. C'est là que nous trouvons des hommes d'affaires vouloir faire la politique. C'est là que nous trouvons des gens confondre, des agriculteurs confondre et veulent faire de la politique. Nous avons un problème. Si vous n'êtes pas politicien, Jean Gous disait, si la politique n'est pas votre lot, n'est pas votre métier, faites-vous maçon. Or, la politique paye. Nous avons besoin d'argent, entrons tous dans la politique. Les affaires payent. Je pense que ce sont les affaires, c'est le business qui paye. On devrait aller faire le business pour être riche, pas la politique. La politique, c'est un apostolat. La politique, ce sont des sacrifices. En combinant les deux, ça roule mieux parce que vous avez des garde-fous. Bon, ceux qui ont essayé de combiner, vous savez, il faut toujours faire attention parce que ça peut vous brûler. Oui, héritier Maïla. Juste si on peut revenir sur la Constitution. Pour ma part, je pense que pour l'instant, la Constitution est mise de côté et qu'on est dans le schéma de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Comment ça? C'est pratiquement ce qu'on est en train de Comment suivre. ça? Parce qu'elle a conditionné l'organisation des élections par la révision du fichier électoral et c'est là qu'on est en train de partir. Non, attention. Ce n'est pas la Cour qui exige qu'avant les élections, qu'il y ait un fichier électoral. Mais ça a été dit dans l'arrêt de la Cour. Non, là c'est constitutionnel. Non, mais en effet, la Cour avait d'abord commencé par demander les élections des gouverneurs. Ça a été respecté. La révision, et c'est là qu'on est en train de partir. Non. Monsieur, je vais essayer de recadrer les éléments. La Cour constitutionnelle a été saisie parce qu'il y avait un retard. Et que la CENI se disait incapable d'organiser les élections des gouverneurs en date. Et la Cour constitutionnelle constatera également le retard dans les autres échéances, plutôt scrutins. C'est alors que la Cour va donner son arrêt pour dire que la CENI organise le plus rapidement possible les élections des gouverneurs, parce qu'elles étaient déjà annoncées. Et qu'après ces élections, que la Cour intimement l'ordre au gouvernement de donner les moyens pour accélérer le processus électoral et non pas la révision constitutionnelle. Mais non, dans le processus électoral, il y a la révision constitutionnelle. Pourquoi? Ça, ce n'est pas la Cour qui l'impose. C'est tout à fait logique parce que on ne peut pas aller aux élections sans un fichier. Qui va voter? Nous devons savoir qui va voter. Alors ici, il faut rappeler qu'en 2011, nous avions un fichier électoral. C'est sur base de ce fichier électoral que nous devrions avoir les autres élections jusqu'au local. Mais nous avons eu quelques retards suite au désordre constaté dans le chef de nos amis de l'opposition qui ont mis des crocs en jambes dans le rythme de la CENI. Et finalement, la CENI n'était pas capable d'organiser ou de lancer le calendrier à temps. Et lorsque nous l'avons eu, il était tard et il était tout à fait logique que les politiques de la majorité comme de l'opposition, nous, jeunes, que nous puissions exiger que la jeunesse soit prise en compte. Parce que comment voulez-vous que nous organisions des élections en 2016 avec le fichier électoral de 2011? En attendant, il y a eu des morts, des millions de Congolais qui sont morts, il y a eu des millions de Congolais qui ont acquis la majorité, il y a des millions de Congolais qui se sont déplacés, ainsi de suite. Nous pensons qu'il était important que nous puissions réviser le fichier électoral. Et là, ce n'est pas une exigence que de l'arrêt de la Cour, mais c'est tout simplement la Constitution qui les provoque. Et vous comptez aussi enrôler le Congolais de l'étranger cette fois-ci? C'était une demande de nos frères congolais, et nous pensons que ça peut se discuter, et si c'est possible, nous pensons que c'est mieux. Pourquoi leur priver ce droit de vote? Ça fait 2 fois qu'ils n'ont pas voté. Effectivement. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voté les 2 fois que nous devons les exclure éternellement. Ce sont nos frères, ce sont des Congolais, c'est quand même 8 millions de Congolais. Je pense qu'ils peuvent aussi intervenir et voter. Vous avez vu les mécontentements avec les histoires, les mouvements combattants, ainsi de suite. C'est parce qu'ils n'ont pas participé directement au vote. Ils seraient participés, ils se reconnaîtraient dans les institutions. Je pense que c'est tout à fait logique qu'on puisse penser à eux aussi. Mais nous ne l'avons pas exigé. C'est par rapport
aux demandes des uns et des autres, et nous pensons qu'au dialogue, nous pouvons discuter de ces questions. Puisque vous parlez du dialogue, M. Jessé, le noir persiste encore, Eden Kodjo est reparti, il est rentré, donc jusque-là, le comité préparatoire n'est pas mis sur pied. Alors, ce n'est pas à nous la faute, je pense, monsieur le journaliste. Vous êtes au courant que Edem Kodjo avait demandé les listes pour le comité préparatoire. La majorité a présenté sa liste de 12 personnes. Il n'y a jamais eu de réclamation, il n'y a jamais eu de plainte, il n'y a eu rien. La liste est prête. C'est du côté de l'opposition où il y a eu beaucoup de problèmes et quelques petits problèmes au niveau de la société civile qui s'arrangent déjà. Mais c'est beaucoup plus dans l'opposition où il y a un problème. Les gens ils s'arrogent le droit de se reconnaître opposants ou non. Et c'est là que nous pensons que nos amis doivent essayer de comprendre. Peut-être que vous avez raison de vous dire les gens ont des agendas cachés. Si c'est vraiment pour les intérêts des Congolais, pourquoi nos amis veulent s'accaparer de toutes les places, de tous les postes? Parce qu'il n'y aura pas de votes là-bas. Il n'y a pas de majorité et de minorité. Ils savent jauger qui est opposant et qui ne l'est pas. Peut-être donc, semble-t-il, dans votre tactique de la majorité présidentielle, vous fabriquez des opposants. Vous savez, ils sont opposants quand ils insultent Joseph Kabila. Lorsqu'ils disent que M. Tshisekedi, là, vous n'avez pas raison, ou lorsqu'ils disent à Moïse Katumbi que vous n'avez pas raison, là, vous pensez qu'ils ne sont plus opposants. Je pense que ça, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Nous connaissons ceux qui sont avec nous. C'est à eux de reconnaître ceux qui sont pas avec nous, ceux qui sont avec eux. Alors, pour nous, qu'ils s'arrangent et qu'ils déposent leur liste. Ce n'est pas l'affaire. Ce n'est pas à la majorité d'aller choisir les membres de l'opposition. Edem Kodjo est buté à ce problème-là, vous le savez. Il y a même un groupe, je ne sais pas moi comment ils réfléchissent, ils nous disent, cette commission que l'on prépare là, plutôt que l'on va constituer, n'est pas préparatoire, c'est déjà le dialogue. Bon, je ne sais pas. Nous devons savoir ce que nous sommes en train de rechercher. Oui, héritier. Alors, M. Diez, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le dialogue traîne de commencer parce qu'en face, vous n'avez pas d'interlocuteur? Vous savez, l'affaire du dialogue n'est pas une affaire d'interlocuteurs ciblés les uns ou les autres, ce sont des Congolais qui veulent parler. Alors, nous avons défini ce dialogue comme inclusif. C'est un dialogue national inclusif. Ça signifie que nous souhaitons que tous les Congolais participent. Mais il est loin d'être inclusif maintenant. En tout cas, il est loin d'être inclusif ou pas, c'est vous qui jugez. Mais nous pensons que nous le souhaitons inclusif. Voilà notre souhait. Parce que, qu'est-ce nous reviendrait-il d'aller trop vite en besogne pour qu'après nous puissions revenir à la case de départ? Je pense qu'il est important de prendre du temps afin d'embarquer tout le monde, plutôt que de partir et puis revenir pour chercher les autres. Mais l'ordonnance, dans l'entretemps du chef de l'État, traîne depuis qu'il avait convoqué. Le dialogue, c'est aussi un problème. Non, mais l'ordonnance est déjà là et le processus est déjà parti. Edem Kodjo est là. On a même tout un panel de facilitation qui sont là. La communauté internationale avec la résolution 2277 qui est là. Bon, nous pensons que le train est quand même en marche. Il va peut-être lentement, mais il marche quand même. Et nous avons confiance. Nous sommes confiants que ça va nous amener. Vous savez, le plus important, ce n'est pas d'arriver vite. Le plus important, c'est d'arriver au bon port. Pour nous, nous disons, la RDC mérite mieux. Alors, si ça doit nous prendre un peu de temps, pourquoi pas? Monsieur Jessé, puisque vous parlez de votre côté dialogue, mais de l'autre côté, on voit déjà, donc, on voit les élections, il s'agit du côté de G7 et d'une nouvelle plateforme qui s'est créée tout dernièrement, il s'agit bien de l'alternance pour la République avec un groupe des opposants qui étaient dans la dynamique de l'opposition. Ils ont choisi même leur candidat, Moïse Katumbi Tchapui, et du côté de la majorité présidentielle, silence radio, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à moi de vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas de l'autre côté? Non, eux sont dans l'optique des élections déjà. L'optique de quelles élections? Monsieur, qui convoque le corps électoral? Ce n'est pas le G7? Il y a la CENI qui convoque le corps électoral. C'est la CENI qui va nous demander de déposer les candidatures. Mais vous allez présenter des candidatures pour quelles élections? Ils ont déclaré leurs candidats. Mais pour quelles élections, monsieur? L'élection présidentielle, ils sont clairs. Mais parce qu'elle est déterminée dans la Constitution, elle n'a pas besoin du calendrier de la CENI.
Non, 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 non. Là, ce n'est pas correct. Là, ce n'est pas correct. La CENI se base sur la Constitution, mais c'est la CENI qui est l'organe technique qui devra nous appeler ou plutôt convoquer l'électorat. C'est comme ça que ça se fait. Alors, rentrons sur la candidature. Mais dans ce pays, ce n'est pas le premier candidat, à ce que je sache. Parce que j'ai l'impression que c'est maintenant que vous vous réveillez qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il sera candidat de la présidence de la République. On sent que du côté de la majorité présidentielle... Attendez d'abord, monsieur le journaliste, un moment. Ça vous fait peur. Un moment. Je venais de vous dire que ce n'est pas le premier candidat. Donc, j'ai entendu beaucoup de gens, Matungulu, je ne sais pas. Martin Fayoulou. Voilà, vous en connaissez tant. Donc, mais ce sont des Congolais. On sent cette fois-ci. Il y a même un monsieur qui se déclare candidat sur Facebook. Il y en a beaucoup. Je les vois. Je vois un certain Kibo Katanga. Je vois plus. Mais ils ne sont pas inquiétés. Il n'y a que lui quand Moïse Katumbi a déclaré qu'il est candidat à la présidentielle. Non, mais là vous faites l'amalgame. Et puis, donc... Non. Là, vous faites l'amalgame. Directement, il y a un dossier qui a surgi en justice. Vous m'avez posé une question sur les candidatures. Allons question après question. Je vous ai dit que libre à eux. Mais nous posons la question. Vous voulez que nous puissions présenter un candidat. Mais pour quelles élections? L'élection présidentielle. Parce que les élections ne sont pas encore convoquées. Même si ce n'est pas convoqué, on sait que... Mais alors pourquoi nous pousser à présenter messieurs, dans d'autres pays, on peut se déclarer candidat, même si les élections ne sont pas encore convoquées. Ah, donc on est libre. Oui. Est-ce que vous savez qu'à la mairie, il y aura des élections? Combien de candidats maires avez-vous déjà reçus? Ça, c'est la présidence de la République. Non, mais combien de candidats maires avez-vous déjà reçus? Les élections sont des élections. Nous aurons des élections. Au moment opportun, nous présenterons un candidat. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un candidat qui...